Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans la 147e émission de Et si on parlait de sport. Ici ça joue, ça débat, ça analyse et surtout ça vit sport. Une émission faite par des passionnés pour des passionnés, avec une seule ligne de conduite, mettre en lumière celles et ceux qui font le sport, sur le terrain comme en coulisses. Du bénévole qui prépare le terrain dès l'aube, aux sportifs qui visent la performance, du club local aux grandes scènes nationales. Ici on parle du sport vrai, celui qui rassemble et qui fait vibrer. Un grand merci à nos partenaires Samper Connect, LG Consultant et l'agence Bel Ombra de Bruno Hamet. Ils sont pleinement dans le match et soutiennent un sport engagé et ambitieux. Et puis un clin d'œil à toute notre équipe, animateurs, chroniqueurs, consultants, un collectif soudé, toujours prêt à entrer en jeu. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale, en 2 parties. On prend de la hauteur pour s'intéresser à une question essentielle. À quoi ressemblera le sport français dans les années à venir ? Entre contraintes budgétaires pour les collectivités, évolution des pratiques, transformation des équipements et enjeux énergétiques, le sport est à un tournant. Dans une première partie, on décrypte les grands équilibres du sport en France, financement, rôle des collectivités, évolution des attentes. Puis dans une deuxième partie, focus sur un équipement au cœur des enjeux, la piscine publique, un sujet stratégique entre apprentissage, santé publique, transition écologique et modèle économique à réinventer. Pour en parler, 3 invités engagés au cœur du terrain. Bernard Dalmont, président de la Ligue Occitanie de natation, Vincent Gardot, qui est président du TOEC, et Cyril Cloupe, fondateur de Convergence Sport. On se retrouve dans quelques instants pour la première mi-temps. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport ? Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur les grands enjeux du sport pour les années à venir avec un focus spécial sur les piscines publiques. Après l'euphorie des grands événements internationaux que nous venons de vivre, une question s'impose. À quoi ressemblera le sport français dans 10 ou 20 ans ? Collectivités sous pression budgétaire, équipements vieillissants, transition énergétique, nouvelles pratiques et un regard particulier sur un équipement stratégique, la piscine. Bonjour à tous les 3 et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va demander à nos invités, Bernard Dalmont, Vincent Gardot et Cyril Cloupe, de nous parler un petit peu de leur parcours, qui ils sont et pourquoi ils sont là aujourd'hui avec moi pour vous parler de cet événement. On va commencer par Bernard. Quelques mots, Bernard. Alors oui, je suis donc président de la Ligue Occitanie de natation, qui est un organe déconcentré de la Fédération française de natation. Auparavant, j'ai été président, ça depuis 2017. Auparavant, j'ai été président du comité régional Midi-Pyrénées. Il y a eu fusion, donc j'ai repris la présidence. C'était en 2011, le comité régional. Alors la Ligue Midi-Pyrénées, ce sont 110 clubs, ce sont 34 000 licenciés qui vont de sport santé. On a du natation pour tous, de l'apprentissage, de la compétition jusqu'au haut niveau. On a du haut niveau, ça il en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure. On a 5 disciplines, donc on a la natation course, la natation synchronisée, le water-polo, le plongeon et l'eau libre. Je suis aussi accessoirement trésorier de la Fédération française de natation depuis 2017 et je suis en charge des équipements à la fédération. C'est rencontré souvent avec Cyril sur des manifestations. Une question que j'ai envie de te poser, mais comment tu es rentré là-dedans ? Parce que c'est énormément de sujets, mais comment on tombe dans la piscine en fait ? Mais, déjà, j'avais été nageur quand j'étais tout jeune sur le club estival de Decazeville, de 10 ans à 15 ans. Donc tu nageais quand même, c'est pas, voilà, t'es pas arrivé par hasard. Je nageotais pas aussi vite que Vincent, c'est sûr, mais bon. Non, parce que j'habite dans un petit village qui est sur le bord du Lot. Là, j'avais la maison de mes parents était à 15 mètres du bord du Lot, donc il fallait mieux savoir nager parce qu'il y avait parfois des crues à l'époque et tout ça, donc c'était des choses importantes, donc il fallait se perfectionner après. Et puis après, ma fille, on a adopté une petite fille en Colombie qui a voulu faire de la natation très rapidement, qui a appris à nager très vite, qui est rentrée au club de Decazeville, puis après elle est rentrée au club de Millau, en sport-études. Et là, plutôt que de rester pour des compétitions à regarder votre enfant qui nage pendant 3 minutes... C'est elle qui t'a mis à l'eau en fait. Non, c'est-à-dire qu'on m'a dit, bon, il serait bien que tu fasses chronomètreur, et puis voilà. Je suis rentré comme officiel, et puis président du comité départemental. Bon, on va remercier ta fille alors, parce que tu ne serais pas là sinon aujourd'hui. Et après bon, on commence à y mettre le bout du doigt, et puis on y met le corps. C'est merveilleux. Merci beaucoup Bernard. On va passer à Vincent. Quelques mots Vincent.
Vincent, alors, qui est Vincent Gardot ? Donc, je suis le président des Dauphins du TOEC, donc passionné de sport et de natation depuis toujours. J'étais moi-même scolarisé en lycée sport-études. Après, j'ai fait classe prépa et puis je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur à Toulouse. Donc là, j'ai rejoint la ville de Toulouse et comme je voulais reprendre la natation et poursuivre ma carrière, j'ai naturellement rejoint le club des Dauphins du TOEC. On était en 1981, ça remonte à quelques années. Puis donc, j'ai nagé quelques années dans cette équipe. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à l'eau ? Moi, c'est toujours la question qui me passionne. Quand je suis originaire de la Dordogne, donc je faisais du rugby. Mon père était président du club de Bergerac de rugby. Et puis l'été, je nageais. Et puis comme on se débrouille pas trop mal avec mes frangins, on s'est retrouvés à faire le rugby l'hiver et la natation l'été. Puis la natation, on a eu des résultats qui étaient encore un peu meilleurs. Donc on a naturellement pris... Le papa, il devait pas être très content. Il vous a perdu pour le rugby. Le papa voulait qu'on fasse du sport parce que pour lui, à juste titre, le sport est une belle éducation, une belle manière d'apprendre la vie. Donc on joue la natation et puis Toulouse, les Dauphins du TOEC, nageur et puis dirigeant et puis président de ce club depuis 2012. Avec les beaux résultats que l'on connaît. Oui, les bons résultats. Alors effectivement, on brille par les résultats de l'élite, mais les Dauphins du TOEC, c'est à peu près 2000 adhérents. Donc comme le disait Bernard, c'est un petit peu toutes les dimensions de la natation. Donc la natation santé, la natation loisir pour les gens qui sont adultes jusqu'à pas d'âge. Les adhérents les plus âgés ont plus de 90 ans. Une forte école de natation parce que certains clubs trouvent que c'est pas très très bien pour nous. C'est toutes les dimensions qui sont importantes, et notamment l'apprentissage de la natation avec des opérations comme aisance aquatique ou comme j'apprends à nager orienté vers les quartiers. Mais l'apprentissage de la natation, c'est très important pour sauver des vies, mais également pour apprendre à nager, à bien nager, et puis bien entendu le sport de compétition qui nous fait vibrer, je pense, et vous avez en mémoire qui s'est passé il y a 2 ans. Et tout à fait, et on reviendra sur tout ça en deuxième partie d'émission. Cyril, donc avec moi aussi, un petit mot sur qui est Cyril Toupe. Bonjour Cyril, donc je suis tout d'abord cofondateur du cabinet Commençant ce sport, mais tout d'abord je me considère un peu comme un enfant du sport quelque part. Je pratique beaucoup, là je fais triathlon actuellement, je suis un footballeur de niveau national, et c'est vrai que moi aujourd'hui, pour parler un peu de mon évolution professionnelle, notamment depuis 20 ans dans le milieu du sport, et j'étais notamment au départ le premier salarié notamment de l'ANDES, l'Association nationale du sport, qui avait une 50aine de villes en réseau, de la présidence Jacques Thoreau, ancien adjoint maire de Castres, et aujourd'hui cette structure a 2500 villes adhérentes, et quelque part j'ai grandi avec un peu la structure, j'ai fait grandir avec 3 présidents, et c'est vrai que j'ai touché tous les secteurs quelque part, les acteurs économiques, les institutions, et je me suis engagé complètement, je me considère comme un engagé du sport, parfois un enragé du sport parce que j'estime qu'on n'utilise pas suffisamment de cette activité physique pour le bien de nos citoyens et des jeunes surtout, et globalement je dirais qu'aujourd'hui au bout de 20 ans quand j'ai pu faire évoluer cette structure-là, je me suis dit notamment après les Olympiques, puisque je me suis beaucoup engagé sur la mobilisation des territoires, je pense que vous vous rappelez un petit peu des difficultés de mobilisation, des polémiques qu'il y avait pour faire en sorte de faire une réussite, et c'est vrai que je m'étais dit de toute manière au bout d'un moment il fallait un petit peu changer, et depuis septembre dernier donc j'ai créé ce cabinet comme ce sport qui continue justement mon objectif d'accompagner des collectivités locales, mais pas que, également les acteurs associatifs et entreprises, parce que finalement je suis aperçu que finalement il n'y a pas forcément de lien entre les acteurs publics et privés. Il y a de la méfiance, parfois de la défiance aussi, et je le savais mais pas autant que je le vois aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai créé ce cabinet-là. Alors, en même temps c'est vrai que je suis là pour aider les collectivités sur les schémas directeurs d'équipement, les feuilles de route, mais aussi sur la transition énergétique. On va justement rentrer dans cette première partie de l'émission, le sport français face à la réalité économique. Et alors on va poser des questions, mais Cyril en répond, mais si vous deux vous voulez intervenir et amener un petit peu, vous êtes les bienvenus bien sûr dans cette émission pour apporter votre savoir par rapport à ça. Première question que je vais poser à Cyril, c'est pour poser le cadre de notre discussion. Quels sont finalement aujourd'hui les grands chiffres qui caractérisent le sport en France ? Alors pas que ça soit trop compliqué, mais qu'on ait une idée un peu de ce que ça représente. Globalement, ce que je propose sur la pratique sportive déjà, nous sommes à peu près à 35 millions de pratiquants en France aujourd'hui, dont notamment à peu près 17 millions de licences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une majorité de pratiquants plutôt loisirs que compétiteurs. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai qu'il y a cette évolution tendancielle qui est forte. Et aussi, récemment, on s'est aperçu que désormais, quasiment autant de femmes pratiquent que les hommes. 62% pour les hommes, 61% pour les femmes. Donc ça, c'est quand même une vraie évolution aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que la tendance de fond, plus on est jeune, plus on est dans la compétition quelque part. Et avec l'âge, les envies, les motivations sont plutôt sur le loisir, sont plutôt sur la santé, et qui évolue donc qui explique donc cette évolution. Oui, parce que je te coupe, parce que j'ai noté là 350 000 associations pour 180 000 affiliés à une fédération. Il y a quand même un delta entre les deux. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de loisirs finalement et beaucoup moins de compétiteurs. Beaucoup moins. Mais alors quand on dit que la France est sportive ou pas, on est entre les deux là. Je pense que la France est sportive, que ce soit un licencié ou un pratiquant loisir. Je crois que
le sujet n'est pas là. Simplement, il y a des aspects sociologiques à prendre en compte, incontestables aujourd'hui. Et effectivement, la moitié sont des structures affiliées qui ont tout aussi leur utilité sociale, sauf que c'est encadré. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est fait des attentes aussi pour les collectivités qui sont importantes. Et justement, peut-être en faisant le lien avec les collectivités locales, si tu veux, Laurent, on sort des municipales, donc deuxième tour. On va envoyer un message là, allez, pour tous les nouveaux élus. C'est l'occasion. Voilà, mais ce qui est important pour les élus locaux, c'est justement de prendre en compte cette diversité des pratiques. Grosso modo, on a 3 types de publics. Entre le grand public, on a dit le loisir, mais les scolaires et les associatifs, ils doivent prendre en compte ces différences-là. Et parfois, c'est compliqué parce qu'il y a différentes demandes de créneaux, notamment, on parle tout à l'heure de piscine, et parfois, il n'y a pas toujours les moyens, les budgets pour répondre à ces différentes demandes. Peut-être un mot, pour être très synthétique, sur les collectivités, c'est 80%. Je pense qu'il faut retenir les collectivités, c'est 80% du financement public du sport, c'est 80% de la propriété d'une installation sportive. C'est le plus gros sponsor du sport, en fait. Le plus gros sponsor, grosso modo, s'il n'y a pas de commune, il n'y a pas de sport en France. On va faire très simple. Et c'est vrai qu'au-delà des équipements, il y a aussi les associations. On oublie souvent, mais c'est de loin les premiers partenaires des associations avec les subventions. Alors, 1,4 milliard, c'est à peu près les chiffres qui sont donnés, mais surtout aussi mise à disposition gracieuse, une installation. Je crois que s'il fallait valoriser tout cela, parfois il y a quelques locations qui sont proposées, mais très largement vocation gracieuse, Bernard me confirmera. Et voilà, donc globalement aussi, pour finir, dire que tout cela est fait aujourd'hui et la commune est de loin le premier financeur public du sport, alors que ce n'est pas leur compétence obligatoire. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Pourquoi ils le font? Parce que tout simplement, ils estiment que cela va de la réanimation du territoire. C'est un tissu associatif irremplaçable en termes d'agilité, du lien social, et c'est la raison pour laquelle ils soutiennent toujours, malgré les difficultés économiques croissantes, le tissu associatif. Alors j'ai noté dans ce que tu m'as fait passer comme info que les disciplines les plus pratiquées, j'étais assez surpris d'ailleurs, c'est la marche, le running, la gym, le vélo et la natation. Un petit mot sur ça, messieurs, non? Il y a 16 millions de pratiquants, de gens qui vont à la piscine tous les ans. Donc on a fait une enquête au niveau de la fédération, il y a 16 millions de personnes qui vont au moins 5 fois par an à la piscine. Mais comme tu disais tout à l'heure, donc c'est effectivement pas l'aspect uniquement compétition, c'est bien de la natation loisir. Faire du sport, ou comme certains vont courir au bord du canal de temps en temps, ou faire une petite randonnée de vélo une fois par semaine, c'est faire du sport. Donc le sport, c'est pas uniquement la dimension compétition, c'est toutes les facettes. Donc oui, il y a le sport loisir, le sport santé, le sport d'apprentissage pour les jeunes, le sport éducatif pour tout le monde. Donc oui, faut pas, dans le haut niveau nous fait vibrer et retient notre attention, mais c'est toutes les dimensions du sport qui en font sa force. C'est la vitrine, on va dire, ça tire un peu vers le haut, ça donne envie. Quand on voit que de toute façon, quand il y a des résultats positifs, il y a une réaction derrière qui se fait assez rapidement. Je vais le citer parce que quand on voit un garçon qui plonge comme ça, qui va aussi vite dans l'eau, c'est quand même intéressant, et que derrière, j'imagine que ça bouscule tous les nageurs qui viennent derrière. Ça avec donne Léon. envie, ça attire l'attention, mais c'est vrai qu'avant Léon, il y avait déjà du monde au club et puis il y avait du monde dans les différentes structures. Ça booste un petit peu. Le phénomène Léon a donné, je pense qu'au niveau national, un impact. Je pense pas qu'au niveau de Toulouse uniquement, je crois qu'il a fait rêver plein de jeunes, probablement. Bernard, justement, on va parler un petit peu de ce côté. Les collectivités sont sous tension budgétaire quand même. On le voit, là on entend parler, ça a été quand même au cœur de toutes les discussions ces derniers temps. Qu'est-ce que cela change concrètement? Ça change vraiment beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, le coût de l'énergie a augmenté, va continuer à augmenter encore avec tous les conflits qu'il y a actuellement. L'entretien des équipements est fait de plus en plus sérieusement. Aujourd'hui, on a l'agence régionale sur la santé qui contrôle les équipements beaucoup plus souvent. On a les normes qui changent. Il y a des normes qui changent aussi. On est fort en France pour les normes. On en a quand même beaucoup. On a dernièrement une qui nous a quand même simplifié la vie, c'est les vidanges, puisque maintenant il n'y a plus d'avoir. C'est un travail qui a été fait avec l'Andes d'ailleurs. Ça va changer la vie. Donc c'est à peu près 10 jours d'ouverture de plus des piscines dans les. Oui, c'est important quand même. C'est important pour tout le monde. Bien sûr. Pour les collectivités parce que ça fait des rentrées un peu plus. Pour les clubs parce que ça fait plus de pratiquants et puis pour le public tout simplement. C'est important pour eux de se dire 10 jours de plus dans une saison, c'est important. Après les publics, c'est vrai que les élus doivent arbitrer. Ça peut freiner et ça freine sûrement des rénovations et des constructions d'équipements. Même si la période qu'on a vécue là depuis un an, on n'a jamais eu autant de demandes de rénovation de piscines et de construction d'équipements. On s'est aperçu que sur le dernier mandat, il en était resté 10% des promesses qui avaient été faites. Donc déjà 10%, c'est quelque chose de bien. Et après, il y a beaucoup de clubs, il faut dire qu'il y a beaucoup de clubs qui souffrent, qui sont même prêts à arrêter leur activité. Pourquoi? Parce qu'il y a des modèles de gestion, notamment les DSP,
aujourd'hui, les délégations de services publics. Merci de préciser pour le public, parce que ça, c'est votre jargon à vous. Je dis tout le temps aux gens, attention, vous parlez à des auditeurs, et le DSP, je suis persuadé que vous faites un micro-trottoir, ils ne connaissent pas. Merci de préciser. Donc, c'est les collectivités qui donnent en gestion la piscine contre certaines rémunérations, la gestion de la piscine. Ces DSP, malheureusement, sont des sociétés. C'est des sociétés qui doivent gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, les clubs derrière souffrent. Ils souffrent pourquoi ? Parce que derrière, on leur enlève certaines activités. Tout ce qui est aquaforme, tout ce qui est apprentissage de natation, on ne peut plus le faire, on ne peut plus faire que de la compétition. Quand vous enlevez l'apprentissage et l'aquaforme à des clubs, c'est ce qui fait vivre, Vincent, c'est ce qui fait vivre, ce qui permet de faire de la compétition et puis de déplacer des gens en compétition. Ensuite, on a l'aide des collectivités qui baissent. On le voit au niveau des clubs. Beaucoup se plaignent, au niveau des comités départementaux c'est pareil, et même au niveau de la Ligue. Donc tous ces ingrédients font qu'on a des clubs qui risquent de mourir. Ne serait-ce que sur l'Occidentin, aujourd'hui on a 4 clubs qui nous disent on n'est pas sûr de repartir l'année prochaine. Alors justement, le président est assez bavard, mais je voudrais te poser la question, Vincent. Au niveau du club, est-ce qu'on ressent justement ce phénomène de cette tension budgétaire, ou est-ce que tu arrives à gérer ? Je ne parle pas que de la natation forcément, et on élargit un peu le débat. Bernard a une vision plus générale que la mienne, Ouais. parce que Bernard il est le président de la Ligue, autrement dit, il gère une centaine de clubs. 110, donc sur 13 départements, donc c'est une vision beaucoup plus large. Moi je ne suis que le président des Dauphins du TOEC, et donc j'ai la vision des Dauphins du TOEC, donc je peux pas Tu as un ressenti, on peut dire, tu as quand même des contacts avec d'autres présidents d'autres disciplines, j'imagine. Oui, j'ai des contacts, mais on a suffisamment de soucis, de sujets à traiter pour se donner la priorité, et puis voir comment faire grandir encore les Dauphins du TOEC, répondre à nos besoins, à nos ambitions, et puis se structurer. Donc j'entends, et ça me fait de la peine que certains clubs ont des difficultés. J'espère qu'on trouvera des solutions, que les collectivités trouveront des solutions, que les clubs trouveront des solutions. Ce qui est certain, c'est que le sport est utile pour tous. On l'a dit tout à l'heure, pour l'apprentissage, parce qu'il faut savoir nager, pour les valeurs éducatives. Quand on fait du sport, il y a une discipline, il y a une vie sociale, il y a de la rigueur, il y a la volonté de s'organiser pour progresser un petit peu, mais on va retrouver ça dans du tennis ou dans du basket ou dans d'autres sports. Donc ça, c'est pour moi très très éducatif, le vivre ensemble, l'ambition, le respect. Bon, tout ça, donc c'est ce qu'on inculque aux dauphins et partout. Donc on partage ceci commun. Après, moi, je vais ramener à nous et à nos problèmes avec 2000 adhérents, comment on peut aller plus loin. On refuse du monde chaque année, les bassins, les éducateurs, les techniques modernes d'entraînement, notamment avec tout ce qu'on fait en recherche ou dans le domaine médical, ça coûte de l'argent, du temps. Enfin, donc il faut se structurer, et c'est pas que je minimise les problèmes des autres. Ils sont réels, Bernard en parlait, mais on regarde les nôtres, on essaie de les traiter, d'avancer pour avoir cette ambition de rester les meilleurs, de progresser encore et de vous faire vibrer. On va poursuivre, mais c'est très intéressant ce que vous nous racontez. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de l'évolution des pratiques et des attentes. Alors, c'est à tous les trois, plus ou moins, que je m'adresse. Bernard, est-ce que tu observes, toi, une transformation ? On parle du point de vue général des pratiques sportives. Ah oui, on a, avec les 16 millions de pratiquants qui ont fait augmenter le nombre de licences, puisqu'au niveau de la fédération, on est quand même 420 000 licenciés et seulement 90 000 compétiteurs. Donc aujourd'hui, les autres 300 000 font du sport loisir, de l'apprentissage, font d'autres activités. On a aujourd'hui, alors l'engagement compétitif, il est resté. Il est encore, aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche bien. Les résultats de l'équipe de France, et notamment des nageurs des Dauphins du TOEC, font qu'il y a beaucoup de demandes dans les clubs. Savoir qu'on a eu, après les Jeux Olympiques, à peu près 20% de demandes de plus pour entrer dans les clubs. Mais les clubs ne pouvaient pas accueillir ces jeunes parce que manque de créneaux et un manque d'éducateurs. Aujourd'hui, il manque 5000 MNS, maîtres nageurs. Il n'y a pas que les équipements, il y a effectivement aussi l'encadrement. C'est important de le souligner. Il manque 5000 maîtres nageurs sauveteurs en France. Donc, malgré la formation, on a beaucoup de turnover. Les jeunes changent rapidement de métier. On forme. On s'aperçoit souvent qu'au bout de 3 ans, 4 ans, les gens ne restent pas, repartent. Il y en a à peu près 30% qui restent ou dans les clubs ou dans les collectivités. Qu'est-ce que c'est qui évolue ? C'est les baignades en milieu naturel. Cet été, à Paris, ils ont ouvert 3 lieux, 100 000 personnes en 4 mois. Ça a fait parler d'ailleurs cette histoire. Ça a été quand même au cœur de la discussion avant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on allait pouvoir se baigner dans cette scène ? Il faut savoir aussi que donc, sur la Haute-Garonne, le conseil départemental est en train de travailler avec eux pour ouvrir des lieux de baignade justement en milieu naturel. Ce qui serait sympa si on pouvait ouvrir des lieux de baignade sur la Garonne au milieu de Toulouse. On est en train d'y travailler, je pense
pense qu'on va, avec le nouveau maire, peut-être il y aura moyen de... Et ça nous rappellerait, Bernard, l'histoire des dauphins du Touareg, parce que les dauphins du Touareg, au début du siècle dernier, la naissance du club, on nageait dans la Garonne. Et on tendait des lignes d'eau. Alors, c'était des lignes, pas les lignes d'eau d'aujourd'hui, c'était des cordes avec tous les 10 mètres, un petit flotteur en bouchon. Hein. Et les premiers champions du club, donc au début du siècle dernier, on nageait dans la Garonne l'été. Alors, bien entendu, parce que l'hiver, il faisait un peu trop froid. Et puis, il y a peut-être certainement trop de courant. Mais à côté de l'île du Ramier, là où on implantera la future cité de natation, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il est très, très utile de regarder, là aussi, tout ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les dimensions du sport. Et l'apprentissage, c'est absolument nécessaire. Et ces personnes, donc les 100 000 Parisiens qui sont allés nager sur la Seine cet été, et ceux qui, j'espère, avec le conseil départemental de Haute-Garonne, viendront nager sur les bords de la Garonne, à Toulouse ou ailleurs, il faut qu'ils apprennent à nager. Il peut y avoir beaucoup de noyades dans les piscines privées, dans les lacs, donc il faut vraiment apprendre à nager. Et c'est le premier pas du sport, par l'apprentissage. Donc oui, c'est une dimension très, très importante. Les rugbymen, ils ont un peu triché, parce qu'avec le Walter Rugby, j'ai vu pour marquer des essais, il fallait plonger dans l'eau, dans la Garonne. Et quand on va suivre leur compétition, c'est spectaculaire. Ils plongent, ils nagent dans la Garonne. C'est un petit clin d'œil à nos rugbyman, mais eux, ils ont osé déjà plonger dans la Garonne. Alors, il faut savoir aussi qu'on a des pratiques qui se développent l'hiver. Maintenant, il y a des nages en eau glacée. On a d'ailleurs des clubs. Les champions du monde, d'ailleurs, dans cette discipline. J'ai vu ça l'autre jour. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a même autour de Toulouse des groupes qui nagent... À moins 7 degrés, ils descendent. J'ai vu ça, c'est incroyable. Voilà. C'est moins 7 degrés en eau glacée. Donc, on est en train de travailler, la Ligue, justement, l'année prochaine, à proposer 2 compétitions d'eau glacée. Alors, les compétitions internationales, il faut que l'eau soit à moins de 5 degrés. Par contre, sur les compétitions d'animation régionales, c'est moins de 10 degrés. Mais on a des lacs tout autour de Toulouse. Il y aurait peut-être des choses vraiment intéressantes à faire. Et on pourrait se servir aussi de bassins estivaux, des bassins qui sont ouverts 3 mois ou 4 mois dans l'année. Et on pourrait faire des petites compétitions là, dans ces piscines estivales et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui progresse beaucoup. Je vois que vous êtes dans le bain, parce qu'on est vraiment dans le monde de la piscine. Une petite dernière question sur cette première partie, sur est-ce que les équipements, et je parle en général, encore une fois, sont adaptés à toutes ces nouvelles attentes? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui veulent faire du sport, mais est-ce que véritablement on est équipé pour ça en France? Et là, peut-être que Cyril peut en dire un mot, ou l'un de vous. Voilà, c'est une question quand même, parce que c'est important par rapport à l'évolution des pratiques. Disons qu'aujourd'hui, il y a 2 types d'équipements. Équipements structurants, équipements de proximité. Il faut savoir qu'avant les Jeux, le président de la République a lancé 2 plans 5000 équipements de proximité. Pourquoi? Pour se dire, dans la dynamique des Jeux, on va essayer de faire les petits équipements de proximité qui étaient des espaces de fitness, une city star, qui soient rapidement mobilisables et créables, et moins coûteux que des équipements structurants tels que les piscines et les gymnases. Et c'est vrai que c'était nécessaire, intéressant, dans le sens c'était la dynamique un petit peu de faire bouger les gens quelque part. Aujourd'hui, la difficulté que l'on a, c'est que, on parlait tout à l'heure, mais les équipements structurants plutôt vieillissants, les besoins scolaires, associatifs font qu'on est clairement en déficit à ce niveau-là, parce qu'on a laissé un peu de côté quelque part ces équipements de proximité. On n'évoquera pas les coûts de plan Marshall qu'on évoque souvent à hauteur de milliards d'euros. L'État n'a plus de moyens. Mais pour répondre à la question, Laurent, c'est vrai que, certes, non, le parc aujourd'hui n'est pas adapté aux besoins, aux attentes, c'est très clair. Maintenant, comment on fait? Avec quels moyens? Et là, on n'a pas la réponse. Simplement, je pense qu'il faut essayer, comme dit Bernard, de trouver des solutions un peu plus intelligentes, moins coûteuses, peut-être plus ponctuelles, qui permettent de débloquer certaines situations pour que plus tard, dans quelques années, on arrive à des solutions plus pérennes. Donc voilà, ma réponse, elle est là. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté des élus locaux, parce que c'est eux qui tiennent ce parc sportif, c'est que la demande évolue rapidement, sauf qu'un équipement comme le construisait structurant, est pour 40 ans, 50 ans. Sauf qu'il ne peut pas le modifier chaque année. Et là, on est face à un dilemme qui est quasiment insoluble aujourd'hui. Mais encore une fois, les élections étant passées, les élus locaux devront se pencher beaucoup plus fortement dès à présent sur leur parc sportif. Quels sont les attentes, surtout des choix budgétaires qu'ils vont avoir à faire, qui vont être très, très draconiens pour les prochaines années. Oui, et puis on a lancé dans les années 70-80 le plan 1000 piscines. Ouais. C'était 750, me semble-t-il, au niveau national, qui a été baptisé le plan 1000 piscines. Et ces piscines ont été construites, ont eu le mérite d'exister, de faire que les gens pratiquaient le sport à tout âge. Et aujourd'hui, ces piscines sont touchées par la vétusté. Après 30 ans, 40 ans, 50 ans, les unes après les autres, elles sont abîmées, elles se détériorent. Et si elles n'ont été pas forcément bien entretenues au fil du temps, pour certaines, elles sont plus réparables. Et donc aujourd'hui, on est confronté d'une part à ce phénomène de piscines vétustes qui sont difficilement réparables ou pour lesquelles ça coûte très cher. Et d'autre part, l'appétence en augmentation des Français pour faire du sport à tout âge, comme on en parlait tout à l'heure. Donc là, je pense que une des solutions à l'avenir, c'est penser à l'entretien des piscines régulièrement et pour éviter de se trouver dans une situation, là, un double effet, la forte augmentation de la demande d'une part et d'autre part la vétusté. Donc essayer de l'entretenir, de le préparer. Donc ces
plans sportifs, c'est pas des plans qu'on fait pour 3 mois ou pour 6 mois. Il faut avoir l'ambition de regarder pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça se prépare. C'est peut-être un changement de mentalité. Oui, puis on s'aperçoit que les équipements changent suite aux demandes, notamment sur le bien-être. On a de plus en plus d'équipements aujourd'hui qui sont... alors, il y a la piscine, il y a l'apprentissage à la piscine, et puis il y a un côté bien-être, parce que pendant que les enfants nagent, les parents peuvent faire un sauna, peuvent faire un hammam et tout ça, et ça marche de plus en plus. J'ai un exemple dans l'Aveyron, là, je n'y croyais pas du tout quand le bassin qui est ouvert cet été. Il y a autant de monde sur l'apprentissage de natation que sur le bien-être à côté, alors que je n'y croyais pas du tout. Et ça marche vraiment bien. Alors ça parle on revient au problème de nerf de la guerre, c'est le financement. Là, on parle de financement public, j'imagine, mais on peut peut-être imaginer, c'est une réflexion qu'on pose sur la table, avoir du financement qui soit aussi privé, pourquoi pas, pour arriver à faire des équipements, peut-être en travaillant en bonne intelligence, parce qu'on peut faire appel sûrement à des fonds pour le bien-être des gens. Donc c'est une réflexion qui est posée sur la table. Je vous la livre telle que je la pense. Oui, tout à l'heure, on parlera des piscines un peu plus en détail, mais effectivement, globalement, sur l'équipement sportif, on l'a dit, il y a les DSP, délégations de service public, où la collectivité délègue la gestion à un privé d'une piscine, un équipement lambda. Ça, c'est une délégation de gestion. Pour le financement, on a les contrats de partenariat, d'accord, qui sont possibles, voire les financements privés, tout court. C'est possible, tout à fait. La vraie problématique de la part des décideurs locaux, c'est d'accepter de faire financer par un privé un équipement sportif. Et au-delà du financement privé, que moi je trouve tout à fait adapté sur une certaine situation, certains territoires, je pense que la vraie problématique qui va être de plus en plus forte aujourd'hui est d'accepter que finalement une collectivité cofinance avec un acteur privé une installation et qu'elle perd un petit peu de la gestion de l'installation. Aujourd'hui, il y a déjà des éléments qui se font, mais souvent pour des disciplines qui ont des ressources, padel par exemple, de l'escalade, il ne faut pas être dupe, le privé a besoin d'un retour sur investissement. Et ça se travaille en amont selon certains territoires, certaines disciplines qui sont possibles. Aujourd'hui, on parle de la piscine, il n'y a que le grand public qui paie son entrée, pas l'associative ni le scolaire. Donc je crois qu'au-delà de l'aspect financier, je pense surtout que dès à présent, c'est un point que je relevais, les élus locaux vont être encore plus fortement soumis à ce dilemme, cette contrainte. Est-ce que je fais un équipement dont je n'ai pas les moyens et je cofinance avec un privé, mais je perds un petit peu de la gestion de cet équipement, ou je ne fais pas du tout, je ne propose pas du tout l'activité, et ça c'est un choix qui va être plus politiquement compliqué à porter. Bernard, il faudrait rajouter quand même le coût de l'équipement, soit, mais le coût de l'équipement, on peut l'amortir sur un certain nombre d'années. Par contre, le coût de fonctionnement, quand les collectivités regardent le coût de fonctionnement d'une piscine, souvent c'est ce qui refroidit beaucoup les prises de décision. Merci pour cette petite conclusion. C'est la mi-temps, on se retrouve dans quelques instants avec Bernard Dalmont, Vincent Gardot et Cyril Cloup. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire, on se reprend notre souffle. A tout de suite dans Et si on parlait de sport, la deuxième mi-temps. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport ? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, à donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur etsionparlaitdesport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Voilà, retour dans Et si on parlait de sport pour cette deuxième mi-temps. On retrouve nos invités Bernard Dalmont, qui est le président de la Ligue Occitanie de natation, Vincent Gardot, président du TOEC, Cyril Cloup, qui est fondateur de Convergence Sport, pour parler piscine. Là, on va aller dans le vif du sujet. Les piscines publiques en France. Cyril, quels sont les chiffres clés des piscines en France ? Pour les piscines publiques, donc, on a à peu près 4000 piscines en France, globalement, avec un peu plus de la moitié sont des bassins couverts et découverts, un peu plus de bassins couverts que découverts. Globalement, il y a en Occitanie, j'ai regardé un petit peu, on a à peu près 250 piscines pour avoir un peu une idée. Ces piscines sont plus vieilles que l'ensemble des équipements sportifs. Globalement, la médiane est de 85, donc plus de 40 ans, et la moitié a plus de 40 ans. Donc on voit un petit peu, et un tiers à plus de 50 ans. Donc on voit déjà le vieillissement prononcé de ces installations aquatiques qui est très important. Ça a été dit tout à l'heure, la très large majorité ont été construites par les années 70 000 piscines. On se rappelle les piscines de tournesol, caneton, iris, où beaucoup ont nagé. Alors les fameuses piscines, pour que les gens se rappellent, c'est une espèce de bulle qu'on voyait là, l'impression de ces champignons qu'on voyait fleurir un peu partout. Voilà, pour que les gens comprennent ce plan 1000 piscines de l'époque, avec effectivement piscine tournesol et tout, c'était voilà, une forme de coupole qui s'ouvrait l'été. L'architecte s'était bien amusé. Maintenant, la suite. Elles ont tenu, elles ont eu un vrai utilité. Mais elles arrivent à bout de souffle. Juste pour l'anecdote, on la saura, mais c'est effectivement lors d'un plan de général de Gaulle qui estimait que les Jeux Olympiques n'avaient pas été satisfaisants en termes de résultats. Et donc, il a décrété ce plan-là, qui a été donc réalisé pour notamment faire des piscines, des allers-retours quelque part, apprendre à nager. Et je crois que c'est important de savoir, pour voir l'évolution aujourd'hui. Et donc, on l'a dit, elles sont énergivores, notamment. Elles nécessitent des rénovations lourdes, et ça, c'est un fait. Et juste un aparté pour donner un petit panorama, comme tu disais, on a eu une vraie évolution de ces piscines. Si avant, c'était piscine caneton, tournesol, on a évolué dans les années 90-2000 vers des cathédrales nautiques que j'appelle, avec plus de confort, plus de volume, pour justement faire adapter par rapport aux attentes, on l'a dit. Et aujourd'hui, on est plutôt vers des piscines nordiques qu'on appelle chauffées, extérieures, pour se rapprocher finalement de la nature, un petit peu à l'air libre, pour éviter de respirer les chloramines, comme on dit à l'intérieur, qui sont fermées, et surtout aussi parce qu'il y a une crise énergétique, et on dira tout à l'heure, aujourd'hui, les coûts ont explosé. Tu es en train de dire qu'on va couper complètement le chauffage des piscines pour qu'on puisse faire un peu des économies, et les gens vont apprendre à faire justement de la natation en eau glacée, c'est ça le principe? Alors, je ne dirais pas ce que là, c'est Bernard répondre, mais globalement, un chiffre clé qui peut être important à savoir, c'est que la différence entre une piscine couverte et découverte, déjà à 60% du coût sont les chauffages de l'air. Et donc forcément, incite beaucoup les acteurs, les décideurs de coût à choisir aussi parfois une piscine nordique, parce que là aussi, les attentes sont allées vers l'extérieur aussi. Et c'est aussi un choix économique qui est fait dans ce sens-là. Alors, et les attentes et les motivations des usagers, ça c'est une question que je pose un peu à tous les trois, parce que vous êtes au contact d'usagers. Alors, ça soit le club, toi, une vision plus générale, Bernard, quels sont selon vous, alors peut-être des chiffres que toi tu as à nous donner sur les attentes et motivations des usagers, puis après on peut revenir sur la question. Très rapidement, des études ont été multiples à ce sujet, c'est très clair. Les motivations sont plutôt sur le loisir, sur la santé. Et ça, c'est très clair, bien dans ces baskets. Et c'est vrai que ces motivations sont très loin devant la compétition. Et c'est une synthèse globale qui permet de comprendre aussi pourquoi les complexes aquatiques ont évolué par rapport à ces attentes. Petite intervention sur ce sujet-là, ou pas, les attentes et motivations des usagers? Moi, je voulais parler pour les usagers. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a quelques exemples quand même sur l'Occitanie, même sur le nord de la France. On a ou l'Est, les gens préfèrent nager en extérieur, dans ces bassins nordiques, qui sont des bassins chauffés. D'ailleurs, de chauffer l'eau ou de chauffer l'eau sur un bassin nordique ou de chauffer l'air dans un bassin couvert, on est pratiquement à des coûts qui se ressemblent. C'est à peu près équivalent. Donc aujourd'hui, pourquoi? Parce que les gens aiment bien. Vous allez à Millau, quand vous voyez la Puncho, les montagnes tout autour, quand vous voyez les parapentes au-dessus de la tête et tout ça, quand vous voyez la nature, quand vous respirez, que tu disais tout à l'heure, quand on respire pas le chlore, quand on respire l'air pur. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même beaucoup de maladies professionnelles dans les piscines avec le chlore et tout ça. Donc aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus facilement nager à l'extérieur, même si au départ il y a une réticence, mais une fois qu'ils ont goûté à la piscine extérieure, alors, je crois que... Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est plus agréable de nager à l'extérieur, hein. On ne sent pas le chlore, on ne respire pas les chloramines et puis on est dans la nature. Maintenant, il faut les deux, parce que l'apprentissage de la natation ou les scolaires, même quand on est à Toulouse, je ne parle pas forcément de Strasbourg ou de Lille, il fait assez froid l'hiver. Et quand vous avez des tout petits qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, à qui on apprend à nager, vous n'allez pas leur dire l'hiver, on va aller dans un bassin nordique. Le gamin, il ne va pas faire 1 km, 2 km ou 5 km comme les champions. Il va nager quelques mètres, s'arrêter, souffler. S'il fait 3 degrés ou s'il pleut ou s'il neige ou s'il fait même moins de 3 degrés, il ne peut pas. Donc il faut vraiment un équilibre entre les piscines couvertes et les piscines découvertes. C'est un petit peu d'ailleurs le secret de la
cité de la natation, mais on ne peut pas dire qu'on va transformer le parc de piscines français en bassin nordique. Il faut les deux. Nous avons besoin des deux. Il ne faut pas oublier les scolaires, les tout-petits, les conditions climatiques difficiles. Enfin, c'est un ensemble de choses. Maintenant, il est tellement agréable de nager dehors. Alors, Bernard, la fédération a évoqué un modèle de piscine plus économe. Et de quoi on parle exactement ? Alors, on parle surtout de piscines qui sont connectées. Connectées. Des piscines connectées, donc c'est alors économe, mais surtout qui rapportent un petit peu plus. Donc aujourd'hui, ce sont des piscines qui sont équipées de panneaux voltaïques, tout ce qui se fait aujourd'hui de mieux chez les piscinistes. Ce sont des surfaces minimales aussi, donc on est sur des piscines on ne pourra pas faire de compétition dedans, ça c'est sûr, mais on peut faire de l'apprentissage en natation. Du grand public, donc plutôt accès grand public. Du grand public, oui, pour l'apprentissage en natation aussi, oui. avec des planchers mobiles qui permettent de régler suivant les publics. On peut faire de l'apprentissage, on peut faire de l'aquagym, on peut faire du sport un petit peu. Et après, le modèle, c'est surtout ce sont des piscines connectées parce que les gens peuvent choisir leur créneau quand ils veulent y aller, tout ça. Donc ils ont un tableau et derrière ils peuvent. C'est comme c'est comme un terrain de tennis où on réserve son terrain, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que certaines personnes vont à la piscine, elle est fermée. Pourquoi ? Ça arrive parce qu'il y a une compétition, parce qu'il y a une vidange. Là, le fait de prendre sa place à la piscine, son créneau à la piscine, il sera de suite et puis on optimise le créneau. Aujourd'hui, on s'apercevait qu'il y avait 10% des créneaux qui étaient utilisés dans les piscines parce que l'après-midi, parfois, il n'y avait personne ou très peu. Tout à fait. Il y a deux forts axes d'économie qui sont développés ces derniers temps. C'est d'une part avec les matériaux modernes ou avec les moyens modernes de chauffer des piscines. On a parlé des panneaux photovoltaïques, on peut parler également des data centers qui utilisent beaucoup d'énergie. On a besoin d'ailleurs de les refroidir, donc ça crée des sources d'eau chaude pour les piscines. Nous, on va récupérer sur la cité de natation une source d'eau chaude de l'incinérateur de Toulouse. Donc tout ça, ça a vraiment progressé. C'est un axe très très fort d'économie sur le coût de fonctionnement d'une piscine. Et pareil pour un gymnase qu'il faut chauffer l'hiver, il y a des moyens qui sont moins onéreux que ce qui était il y a 30 ans ou 50 ans. Le deuxième axe, c'est le coût ramené à l'utilisateur. Et comme le disait Bernard, il faut aujourd'hui avoir une vision, non pas une structure ne doit pas être ouverte de 9h à midi et de 14h à 17h, mais il faut que cette structure soit ouverte avec le plus de créneaux possible. Donc nous, la Cité des Nations, on va être ouvert le matin de 7h jusqu'à 21h30 le soir sur 3 bassins différents pour accueillir le plus de populations différentes. Ça peut être des scolaires, ça peut être des tout-petits, ça peut être des femmes enceintes, ça peut être de l'aquagym, ça peut être du sport de compétition. Il faut, quel que soit le sport, ramener le coût de l'utilisation par utilisateur vers le bas en multipliant les heures d'ouverture, en multipliant les créneaux possibles pour chacun et donc en multipliant le nombre de pratiquants dans ces structures-là. Pour un club d'escalade, pour un club de ping-pong, pour un club de natation. L'idée générale, c'est bien de réduire les coûts d'exploitation en garantissant l'apprentissage et la performance. Oui, justement, par rapport à ces coûts qu'évoquait Vincent, vous donnez un chiffre clé aujourd'hui. Dans les piscines publiques, le coût d'entrée, ça peut être 4 €, allez, 4,50 €. Si vraiment il fallait un coût d'entrée pour équilibrer le modèle économique, il faudrait tripler, voire quadrupler le coût d'entrée. Donc voilà pourquoi c'est important aujourd'hui. Et on parle un peu de financement privé, mais aujourd'hui, c'est un service public du sport. Donc si vraiment il fallait faire payer le prix en tant que tel, je prends l'exemple Calisseo, vous avez 2 heures, c'est 20 €. Donc vous choisissez. Voilà un peu ce que je voulais dire, c'est que la difficulté qu'ont aujourd'hui les décideurs locaux, les gestionnaires, c'est ces coûts fonctionnement à prendre en compte, tout en proposant un service public de qualité et notamment aux enjeux de savoir nager. Alors justement, la fédération a proposé un modèle économique. Et comment on va financer ces équipements ? C'est quoi le projet ? Le financement, ça peut être du financement privé, du financement public. On voit en Espagne des choses qui sont fabuleuses. On a notamment les clubs sportifs, il y a des clubs de socios avec 20, 25 000, 30 000 adhérents là-dedans. Donc c'est des choses qui, pourquoi pas. Donc ils arrivent à avoir on va sur Barcelone, partout, même sur des petites villes, des choses qui fonctionnent. Aujourd'hui, la fédération, alors oui, il y a le coût des équipements, il y a des équipements, mais je crois aussi qu'il y a où sont positionnés les équipements. Alors, aujourd'hui, la fédération travaille, donc on a fait une cartographie pour dire il serait bien de mettre la piscine à tel endroit. Aujourd'hui, on a trop de collectivités qui se battent, ils veulent la piscine chez eux et tout ça, et donc on a parfois des endroits où il y a des piscines
à 15 km l'un de l'autre dans des petites villes, et puis derrière, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas suffisamment de public. On est aussi en train de travailler avec la Banque des Territoires. Il y a un document qui va sortir très prochainement sur tout ce qui est réduction au niveau de l'énergie et utilisation des bassins. Donc c'est un document qui va sortir très prochainement, on est en train de travailler. On a travaillé avec l'Andes aussi très sérieusement sur un rapport là-dessus pour qu'est-ce qu'on veut comme piscine et où on veut les mettre aussi, parce que c'est important aussi. Justement, Ania et Bernard, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 points. Le premier, Bernard a beaucoup de communes en France, 35 000 communes. Et la piscine, c'est une zone de chalandise qui va au-delà de la commune. Donc le rôle des intercommunalités sont prégnants au prochain mandat, c'est certain. Que le veuille ou pas les élus, c'est comme ça. Parce que ça permet de mutualiser les moyens, ça permet d'adapter la zone chalandise à l'équipement aux personnes qui vont à cette piscine. Donc ça, c'est un point clé aujourd'hui. Et effectivement, comme dit Bernard, je suis membre du groupe national sur les piscines. Justement, on travaille pour un guide fin 2026 pour donner les financements qui seront possibles, ainsi que tous les aspects énergétiques et des transitions et des solutions techniques faciliteront les coûts de gestion par rapport à ces complexes. Les équipements doivent être à disposition du plus grand nombre de personnes possible. Alors, Vincent, tu me donnes la balle, là, donc je la reprends. Ton club a un projet très ambitieux qui s'appelle la Cité de la Natation. Moi, j'ai vu des images, c'est très beau. Pourquoi un club comme le TOEC investit-il dans un tel équipement ? Les Dauphins du TOEC, je le disais tout à l'heure, c'est un club qui est né en 1908. C'est le premier club de France pour la 17e année consécutive. Les 10 derniers Jeux Olympiques, il y avait toujours un nageur vert et blanc des Dauphins du TOEC qui défendait les couleurs bleu, blanc, rouge de la France. Et on en est fiers. Et quand on est président de ce club, on a un lourd héritage. On est un tout petit bonhomme par rapport à l'immensité de ce club, aux grands champions qui ont jalonné l'histoire. Avec un grand âge de ce club, je pense à Nakache, dont l'histoire est absolument extraordinaire, ou le premier champion olympique français de natation qui s'appelait Jean Boiteux en 1952, qui défendait déjà nos couleurs. Et le dernier, vous le connaissez tous, c'est le petit Léon. Donc le rôle d'un président, c'est bien entendu gérer le quotidien, mais c'est penser à l'avenir. On parlait de vétusté, on parlait de demande en forte augmentation. Donc partant de là, soit on fait rien et on vit les dernières heures de gloire des Dauphins du TOEC, soit on se dit non, notre boulot, c'est on est là pour passer, mais pour transmettre aux témoins, pour aller beaucoup plus loin derrière. Et mon ambition, au-delà de savourer les excellents résultats actuels, c'est de dire comment demain, on va faire encore mieux, pour accueillir encore plus de monde, pour avoir encore plus de champions, pour faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui aient envie d'apprendre à nager, de faire de natation santé, natation loisir, pour vieillir plus longtemps, pour être plus en forme. Et c'est un petit peu ça, la genèse du besoin. Donc on est des structures vieillissantes, on a besoin de plus en plus de place. Toulouse est une ville qui chaque année accueille Toulouse et la métropole accueille 5 000, 10 000 habitants de plus. Soit on fait rien et on est mort, soit on prend le taureau par les cornes, et puis c'est pas du taureau piscine, mais on prend le taureau par les cornes et on dit qu'est-ce qu'on va faire pour transformer, pour grandir dans un modèle vertueux. Et c'est là qu'est née la volonté de créer la Cité de la Natation. Alors ça, c'est la philosophie. Maintenant, ce qui m'intéresserait... C'est très important de prendre Oui, c'est important. C'est mais les valeurs, Vincent, c'est le côté responsable, c'est le côté visionnaire. Je l'entends, pour nous avoir fait rêver. Maintenant, je voudrais rêver un peu plus. J'ai vu des dessins, j'ai vu des choses. Ça a l'air d'extraordinaire. En quelques mots, tu peux nous décrire un peu comment ça va se passer? 10 000 mètres carrés, 3 piscines, une piscine d'apprentissage pour les tout petits, on peut 10 mètres sur 15 mètres, où on a pied partout pour apprendre à nager, pour commencer à savoir faire 10 mètres en crawl ou en brasse, et puis pour aller se mettre un peu sous l'eau. Puis après, un bassin de 6 couloirs, 25 mètres pour les scolaires, pour les premiers groupes de pré-compétition, mais également pour l'aquagym, pourquoi pas d'autres clubs sportifs toulousains. Et puis enfin, il y a le bassin nordique sur le toit. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est à la fois pour le haut niveau des Dauphins du TOEC, auquel on est très attaché, mais également pour nos adhérents, parce que comme le soulignait tout à l'heure Bernard en faisant allusion au sport espagnol, aujourd'hui les Dauphins du TOEC, c'est à peu près 2000 adhérents. Avec la Cité de la Natation, pour répondre à la forte demande, je pense qu'on sera rapidement 3000. Et donc c'est un moyen d'équilibrer les finances du club et de répondre aux besoins de chacun. Et les besoins de chacun, ils sont très très larges. On parlait des tout petits, mais je vais revenir sur un domaine important. C'est aujourd'hui, tous les médecins vous disent, pour vivre mieux, en meilleure santé, on fera faire des économies de structure au niveau national, au gouvernement, parce qu'il y aura moins d'accidents en santé, on vivra plus longtemps en meilleure santé. Donc il faut faire du sport. Et un des rares sports que l'on peut pratiquer à tout âge, je dirais que le rugby, je suis un grand supporter du Stade Toulousain, mais il est difficile de jouer au rugby à 90 ans. On peut nager à 90 ans. Nous avons des adhérents au Dauphins du TOEC qui ont 90 ans et plus. Donc notre volonté, c'est d'ouvrir nos lignes d'eau à toutes ces disciplines, de l'apprentissage, de l'aquagym, des femmes enceintes, des sportifs de compétition, des gens qui vont faire du loisir à tout âge. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc différents bassins, 10 000 mètres carrés, et pour répondre, il y a le côté modèle économique. Donc, modèle économique, plus d'adhérents, donc plus de revenus pour le club, et on va avoir dans cet ensemble-là deux pôles qui sont un qui va être de l'accompagnement à la performance. Donc, autrement dit, c'est la médecine du sport, avec des kinés, des ostéos, des cardiologues,
des rhumatologues, des diététiciens ou autres. Donc ils vont louer une partie, un étage de la cité de natation, et il y a un autre étage qui sera un étage événementiel avec le Hall of Fame du club, avec une cafétéria, avec un centre de vie pour accueillir des séminaires, puis accueillir les parents. On disait tout à l'heure qu'ils vont accompagner leurs enfants à l'école de natation, et ils ont 1 heure, 12 heures à tuer. Donc une garderie pour les parents, quoi, c'est ça? Oui, une garderie pour les parents, mais en parallèle de ça, ils pourront également bénéficier de la natation santé, aller faire un spa, aller faire quelques longueurs de piscine, aller faire un jacuzzi, ou aller faire, parce qu'on aura également dans le côté médical, accompagnement de la performance, des caissons hyperbares, des salles d'entraînement en hypoxie, autrement dit on va simuler l'altitude, de la photobiomodulation, autant de techniques qui sont utiles aux sportifs de haut niveau, mais qui peuvent être utiles à tout un chacun pour vivre mieux, en meilleure santé. C'est pour la rééducation, c'est pour le cardio, c'est pour tout. Donc c'est un petit peu tout ça. Le modèle économique, ça va être plus de monde, plus de créneaux, et partager ces créneaux. Un domaine accompagnement de la performance santé, et un domaine, on dirait événementiel, restauration. C'est ouvert, on s'entend bien, au grand public, ou il faudra être absolument adhérent au TOEC? C'est principalement ouvert aux adhérents, hein, ça va être une partie du modèle économique, mais on va quand on veut ouvrir du matin 7h à 21h30, la journée, on aura beaucoup de scolaires également dans les bassins couverts. Donc on va en collaboration avec la mairie pour les tout petits, les écoles primaires, avec le conseil départemental pour les collèges, et même la région pour les lycées ou les formations. On va ouvrir cette piscine aux scolaires et à tout type d'étudiants pour nager et puis utiliser les bassins. Et le financement sera exclusivement privé, ou vous avez un peu de... Oui. Pour reprendre notre question de tout à l'heure, finalement. Oui, sur le CAPEX, autrement dit, il y a 2 visions économiques. La première, c'est le coût de la construction. C'est un bâtiment qui va coûter à peu près 33 millions d'euros, et je vais en reparler. Et la deuxième vision économique, c'est l'exploitation. Donc 33,4 millions d'euros, le coût global de la construction, financé quasiment à 45% par les collectivités, qui vont apporter 16 millions. Et le reste, les 17,4 millions qui manquent, ça sera des partenaires privés, le club, des mécènes et un crédit. Donc là, vous avez réussi à trouver un partenariat global pour que ça fonctionne, quoi. Oui, et puis ensuite, sur l'exploitation, mais ça va être louer le pôle événementiel, louer le pôle accompagnement de la performance, et louer les créneaux également, par exemple, comme on peut le faire au scolaire ou autre. Je crois que les projets est bien lancé. Voilà, il y a un peu de stress quand même avant le lancement de tout ça. Non, il n'y a pas de stress, il y a de la passion, de l'enthousiasme, et puis répondre aux besoins de tout un chacun. Et puis, je dirais que c'est la volonté, c'est ouvrir nos portes à tous, aller plus loin, et puis faire rêver également tout le monde pour fabriquer de nouveaux Léon Marchand dans ce grand club que sont les Dauphins du TOEC. Question qu'on se pose tous, quand est-ce qu'on peut faire le premier plongeon? On le fera au premier semestre 2028. Donc nous sommes actuellement, nous avons signé, nous sommes propriétaires du terrain sur lequel, qui est l'ancien hall 7 du parc des expositions, à côté du Stadium de Toulouse. Le permis de construire est déposé depuis fin janvier, et on devrait dans les jours qui viennent avoir l'autorisation de construire. À ce moment-là, on va avec l'architecte et la maîtrise d'ouvrage faire le lotissement, donc sur le gros œuvre, sur la plomberie, sur je ne sais quoi, et lancer les travaux à partir de septembre 2026. En fait, on touche à tous les métiers, en tout cas. Ouais, je voulais réagir et déjà dire bravo, parce que tous les présidents du club ont capacité d'avoir une vision aussi quelque part, je dirais, entrepreneuriale. Et je crois que ce projet est exceptionnel. Il est en Occitanie aussi. C'est bien, c'est le premier, ce type-là, je crois, clairement, qui est lancé. Et c'est vrai que, ce que je veux dire par là, tout à l'heure, on a parlé de financement privé et public. Je pense aussi que souvent, les financements privés viennent aussi de la vision du président associatif, d'un entrepreneur, qu'on le veuille pas. Et je crois que, effectivement, Vincent Gardois a déjà des professionnels largement éprouvés, il a cette faculté. Et je crois que ça aussi, c'est important. Et surtout dire que, effectivement, c'est un discours aussi qui peut être rassurant auprès des financeurs aussi privés, qui ont besoin aussi d'avoir une écoute, une attention. Et je crois que souvent, dans cette coproduction, c'est comme ça qu'on arrive au projet. Et souvent, c'est une affaire de personnes, quelque part, qu'on arrive au projet. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ça, c'est exceptionnel, et on fera de près ce projet. Et j'espère qu'il servira de modèle à de nombreux clubs et autres collectivités. Bernard, pour un président de ligue, c'est un super outil. C'est sûr que c'est un super outil. D'abord pour le club, honnêtement, pour que le club se développe. Je pense que Vincent, quand il parlait de 3000 adhérents, je pense qu'il pourrait monter à 5000, à 10 000, vers un club comme Barcelone. Au Dauphin, nous sommes toujours raisonnables, ambitieux et raisonnables. Ça pourrait quand même, c'est vrai que ça, le nombre d'adhérents multiplié, c'est quand même des recettes en plus et tout ça. Donc
donc il n'y a pas là-dessus. Je pense que c'est un bon projet. Et pour les collectivités plus petites, je rejoins ce que Cyril disait, il ne faut pas hésiter aussi à faire des intercommunalités, qu'effectivement une piscine ou un terrain de foot ou une salle d'escalade peuvent être partagés à plusieurs. Donc nous, on a la chance d'être à Toulouse, donc c'est une ville, on est en train de passer la 3e ville de France, donc oui, il y a une concentration et une démographie qui sont plus fortes qu'ailleurs, mais ailleurs, même en région, sur des collectivités plus petites, on peut, en les fédérant, arriver à créer des structures qui sont utiles à tous et qui coûtent beaucoup moins cher que celles qui a coûté il y a 20 ans ou 50 ans. Ouais, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le financement justement de ces équipements qui sont financés par l'État en partie, par la région et par les collectivités, c'est souvent des communautés de communes ou des métropoles. Une collectivité aujourd'hui, une mairie seule, à part des grandes métropoles, impossible. Alors aujourd'hui, ça pose le problème de la gestion, parce qu'aujourd'hui, avant, une petite ville pouvait gérer sa piscine avec 5-6 maîtres nageurs, 2 personnes d'entretien ou 3, une personne à accueil ou 2. Maintenant, ce sont les collectivités, les communautés de communes, et ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas gérer des équipements. C'est souvent pour ça qu'ils donnent la gestion des équipements à des sociétés à l'extérieur. On va justement, la question que je te pose tout de suite, Cyril, rénovation ou construction ? Quelle est la tendance ? Je ne vais pas répondre directement, mais on l'a dit tout à l'heure, déjà en état des lieux, je pense que c'est important de rappeler déjà la situation financière aujourd'hui publique telle qu'elle est, très complexe, très compliquée et très difficile pour les collectivités comme l'État. Et aujourd'hui, en fait, des chiffres clés sont importants. Dans une piscine, un budget global, les 3/4 sont des coûts fixes. Quoi que vous fassiez, vous avez des coûts de surveillance notamment et des fluides énergétiques qui vont exploser. Donc à partir de là, la marge de manœuvre est réduite. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début de la conception, il faut bien réfléchir en amont sur ces coûts de fonctionnement pour les minimiser au maximum. Mais la tendance de fond, elle est quand même la rénovation. Pourquoi ? Parce que quand vous construisez un complexe aquatique, vous sortez entre 10 à 15 millions d'euros. On parle de 33 millions, mais je suis plus petit. Et c'est des sommes très importantes multipliées par les piscines. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de collectivités favorisent les rénovations. Le problème étant que quand vous rénovez, vous avez l'existant. On ne peut pas les bouger. On peut l'améliorer, mais on ne peut pas non plus faire des miracles, je dirais, avec l'existant. Ça me paraît important de l'évoquer. Et le rôle des intercommunalités, je ne reviens pas, je crois que ça a été dit assez largement. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle je réfléchis à quelques nouvelles solutions. Ce n'est pas, un tour de magie, mais je milite beaucoup pour travailler sur les piscines existantes, notamment les piscines d'été. C'est une réflexion que j'ai proposée au conseiller de l'Élysée de Matignon qui est en cours. Et globalement, comment on pourrait essayer d'améliorer ces piscines d'été pour élargir les créneaux. Aujourd'hui, grosso modo, juillet-août, les piscines d'été, c'est l'ouverture que vous avez maximale. Je pense qu'on arrivait à élargir de mai à septembre déjà. Ça permettrait, d'élargir les créneaux pour savoir nager, pour le grand public, et 2, aussi éviter de construire des piscines qui sont très onéreuses. Et pour ça, très simplement, il y a des possibilités qui seraient bien moins onéreuses. On parle plutôt de centaines de milliers d'euros pour permettre d'accroître un petit peu ces capacités d'accueil. Et encore une fois, c'est 700 piscines qui sont concernées aujourd'hui, donc c'est faisable. Et financièrement, c'est acceptable par l'État pour les cofinancer. Et encore une fois, pour trouver une solution intermédiaire finalement, et pas une solution miracle qui n'est pas aujourd'hui. Alors, tu parles des 3 E incontournables, Cyril, qui sont énergétique, écologie et économique. Ça semble désormais incontournable. Est-ce que ça veut dire que les piscines de demain devront être pensées différemment que les piscines que l'on connaît aujourd'hui ? C'est déjà le cas, comme je disais. Les 3 E, effectivement, l'aspect économique, énergétique et écologique, c'est pour le résumer. Je rajouterai un 4e, l'aspect de l'écoute des attentes publiques. Ça, c'est important, je pense, parce que beaucoup de gens parlent, mais est-ce qu'on écoute vraiment ce que les gens veulent, quoi ? Disons que, pour être très clair, les dernières années, les 30-40 dernières années, c'était plutôt la logique de l'offre que la demande. On construisait une piscine parce qu'aussi, ça permettait de donner une image du territoire avec une belle architecture. Mais concrètement, quels étaient les coûts de fonctionnement ? Il n'y avait pas la crise énergétique, donc on n'y pensait pas à ces coûts de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut penser à ça. C'est incontournable, même aujourd'hui, en tant que tel. Mais pour être très clair, quand je vois le projet du TOEC qui est exceptionnel, je pense qu'il faut réfléchir plus loin encore. C'est-à-dire que les piscines qui sortent aujourd'hui, pour moi, ne sont même pas encore adaptées aux enjeux économiques tels qu'elles sont. Mon objectif, un peu mon rêve, c'est de dire d'avoir 0 € de coût de fonctionnement net. Mais ça, il faut terrasser ces coûts de fonctionnement. Et ce que je me suis aperçu, c'est pendant la Covid. Pendant la Covid, j'étais chargé par le ministère, sous la ministre Martinianou, de rédiger les protocoles sanitaires pour les piscines. On a pu faire une vingtaine de sites pilotes donc, au niveau national, au mois de juin, avant d'ouvrir au mois de juillet et août toutes les piscines. On s'est aperçu qu'en fait, beaucoup de contraintes d'espace étaient imaginées. C'est-à-dire que vous avez un grand hall d'accueil, il faut chauffer. Vous avez de grands espaces. Vous avez un accès qui n'est pas direct vestiaire. Alors que tous ces éléments-là permettent de réduire l'espace, les coûts de fonctionnement. Et aujourd'hui, on n'y pense pas encore. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans, je l'ai proposé, différents interlocuteurs. C'est pas encore passé. Je milite vraiment pour qu'on recherche la piscine de demain. Et pour ça, j'essaie de trouver une enveloppe qui existe. C'est celle du dispositif France 2030. Je rappelle, c'était 50
54 milliards d'euros, il reste encore 14 milliards, pour justement mettre tout le monde autour de la table et réfléchir à cette piscine de 10-15 ans pour proposer 2-3 scénarios, quand je dis révolutionnaires, mais surtout un petit précis. Des piscines avec un petit de confort, certes, mais des coûts de fonctionnement, et d'autres avec des coûts de fonctionnement terrassés, de 0 €. Ça, c'est un objectif pour que l'élu, quand il prend une décision, il la prenne en connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il est face à quelques structures qui lui proposent des projets, mais un peu par défaut. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense vraiment à cette révolution, finalement, de la piscine de demain. Un dernier mot là-dessus, Vincent? Oui, je partage la vision de Cyril. Dans notre projet, on a déjà intégré cette dimension-là. On va récupérer la source d'eau chaude de l'incinérateur de Toulouse. Les bassins sont moins profonds que ce qu'ils étaient il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans en moyenne, parce qu'un bassin profond, c'est plus d'eau, donc plus d'eau, plus de chauffage. Donc tout ça, je n'ai pas une vision aussi noire que celle de Cyril. Je trouve que ça fait quand même plusieurs années que les nouvelles piscines sont construites avec cette réflexion-là, d'avoir des halls plus petits, des volumes d'eau plus faibles, de récupération d'eau chaude. Donc il reste beaucoup à faire, mais on va dans le bon sens. Je suis plutôt assez optimiste. Allez, le dernier mot de la fin pour Monsieur le Président. Oui, moi je pense aussi quand même qu'il faudrait un petit peu séparer la piscine pour tout le monde et puis les équipements structurés un petit peu. Je pense que par région, il pourrait y avoir 1 ou 2 piscines un petit peu avec quelques gradins pouvoir mettre pour faire quelques compétitions, pour faire un petit peu de spectacle et tout ça. Et je pense qu'on en manque un petit peu, et notamment sur Toulouse, il manque un bassin pour pouvoir accueillir un championnat de France, pour pouvoir accueillir des nageurs dans de meilleures conditions. Donc les Dauphins du Touac, donc je disais tout à l'heure qu'on est le premier club français pour la 17e année consécutive. La dernière fois que Toulouse a organisé les championnats de France, c'était en 1983. Voilà, parce qu'on n'a pas aujourd'hui de piscine sur Toulouse qui nous permettent de répondre au cahier des charges de la Fédération française de natation pour organiser ne serait-ce que le championnat de France. Je ne parle pas, et pourtant on le mériterait à Toulouse. Et en Occitanie, je ne parle pas de championnat d'Europe, de championnat du monde. Mais avec le projet, ça sera possible? Non, parce que comme le disait Bernard, là aussi on a fait attention à avoir des petits volumes, à penser donc au coût d'exploitation. Donc il n'y aura pas 5 000 ou 10 000 places dans les gradins. Après, j'ai envie de te dire, pour un championnat du monde ou un championnat d'Europe, ça peut peut-être se faire au mythe, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ces championnats-là sont dans des parcs expositions, dans des terrains de foot. Montables, on monte des équipes, on monte des bassins très rapidement sur ces trucs-là. Moi, il y a un petit point peut-être je voudrais rajouter là, dans le cas des plans 5000 équipements pour lutter justement contre les noyades. Il y a eu les bassins éphémères n'ont pas trop fonctionné sur l'Occitanie, ni même en France, mais il y a quand même une centaine de bassins éphémères. C'est des bassins qui sont montés au début juin et que l'on démonte fin septembre, où on apprend la natation. C'est vraiment l'apprentissage de la natation pour les jeunes et tout ça. En Occitanie, on n'a pas été très très fort, puisqu'on a eu Grouillet qui a 2 bassins comme ça, et un à Montpellier. Et je pense que ces bassins éphémères, notamment quand il y a une piscine qui ferme, c'était le cas à Grouillet, ça a été le cas à Lunel, si on peut, au lieu d'arrêter l'activité complète de natation, mettre des bassins comme ça, on peut faire de l'aquagym, de l'aquaforme, on peut faire plein de choses dedans. Et surtout, on peut apprendre à nager. La lutte contre les noyades est hyper très important. Et d'autant plus que ces bassins, Bernard, comme tu fais bien en parler, ces bassins qui ne sont pas forcément des bassins de 25 mètres ou 50 mètres, on va avoir des tailles beaucoup plus petites aussi. Donc on consomme moins d'eau, on consomme moins de ressources énergétiques. Et donc on peut avoir des bassins de 8 mètres ou 10 mètres qui permettent quand même d'apprendre à nager, qui permettent de se détendre, qui permettent de passer du bon temps dans l'eau, vivre ce sport. Ça fait. On voit bien que ça bouge, ça évolue. Alors, effectivement, je pense qu'effectivement, ces solutions intermédiaires, c'est aussi l'avenir. On me disait, c'est qu'on ne peut pas construire des bassins de 15-20 millions d'euros dans toutes les communes. On ne peut pas demander un plan Marshall de 2 milliards d'euros à l'État en permanence. Et je crois que la responsabilité collective fera que nous trouverons des solutions collectives. Et c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué ces solutions. J'ai évoqué sur comment on pourra apprendre à nager, plutôt la compétition et c'est le bassin spécifique. Et au final, je pense que ces différents travaux, réflexions permettront justement de trouver des solutions, des alternatives quelque part plus adaptées pour encore une fois rappeler qu'une piscine, c'est un équipement transgénérationnel par excellence de tous les équipements et qu'on ne peut pas passer à côté d'un tel enjeu sociétal. Merci à tous les trois. Ce qu'on retient de cet échange, c'est que le sport français est clairement un moment charnière. Les collectivités restent le pilier du système. Elles doivent aujourd'hui composer avec des contraintes budgétaires et énergétiques de plus en plus fortes. Les clubs, eux, s'adaptent, innovent et cherchent de nouveaux modèles. Les équipements sportifs vont devoir évoluer, se moderniser, se transformer. Et la piscine en est un parfait exemple. Bien plus qu'un simple lieu de loisirs, elle devient un véritable enjeu de société. Apprentissage du savoir nager, santé publique, transition énergétique et équilibre économique. Merci
Merci à Bernard, Vincent et Cyril pour vos échanges passionnants, vos analyses qui nous permettent de mieux comprendre les grands défis du sport pour les années à venir et d'entrevoir ce que pourraient être les piscines publiques de demain. Bravo pour le projet, on souhaite plein de bonnes choses et puis on se donne rendez-vous sur le bord de la piscine au coup d'envoi de 2028. Avec plaisir. Merci à tous les trois en tout cas. Merci. Merci. C'était Si on parlait de sport, le rendez-vous Pau qui décrypte les coulisses et les enjeux du sport d'aujourd'hui et de demain. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité sportive. C'est la fin du match et de cette 147e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 147e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités Bernard Dalmont, Vincent Gardot et Cyril Cloup. Merci pour vos voix, vos analyses et vos décryptages. Merci à vous auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Merci à nos partenaires LG Consultants, Imperconnect, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet. Vous aimez l'émission Et si on parlait de sport? Passez de l'autre côté du micro et devenez vous aussi membre ou supporter de l'association. Parce que Et si on parle de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ses acteurs, à raconter ses plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.